activée. Et dans cette interaction qui se fait, vous voyez ici une cellule dendritique et un lymphocyte, un certain nombre d'échanges d'informations vont se faire. Le premier, bien sûr, c'est ce dont on a parlé, c'est le premier signal, c'est cette interaction TCR-CMH peptide. Évidemment, si le lymphocyte n'a pas le TCR qui reconnaît le CMH peptide présenté par l'ADC, ça n'a pas d'intérêt et donc il sort de cette interaction. Mais si c'est le cas, il va y avoir autre chose qui se met en place dans le dialogue. Il va y avoir de la costimulation ici et il va y avoir donc la production de cytokines, ce qui fait que, de façon schématique, on distingue 3 types de signaux importants pour amener le lymphocyte vers une activité pleinement effectrice. Alors le premier signal, c'est donc cette interaction TCR-CMH peptide. Alors cette interaction se fait à l'intérieur d'une synapse immunologique. Et vous voyez, c'est ça en fait une synapse vue en coupe. C'est-à-dire qu'il va y avoir une redistribution au sein de la membrane des molécules. Il va y avoir ici une concentration de récepteurs à l'antigène, TCR, avec les corécepteurs CD4, CD8 et les molécules de costimulation. Et tout ça, ça va se mettre au centre. Et en périphérie, ils vont se mettre les molécules d'adhésion. Donc il y a une espèce de redistribution de tout ça pour former un cluster de molécules ici qui va nous donner la meilleure adhésion possible puisque les petites molécules sont au centre, ici dans les endroits les plus intimes, et les grosses molécules, là où les espaces sont plus larges, sont en périphérie. Donc c'est la meilleure façon d'avoir un système qui va permettre ici de concentrer les éléments ici qui vont transduire le signal et d'avoir ici l'interaction la plus forte. C'est une synapse immunologique, c'est une autre coupe ici où vous voyez ici les molécules d'adhésion en rouge ici et vraiment cette concentration ici de TCR, CD4 et les molécules de costimulation. Donc c'est comme ça que se forment ces interactions. Très rapidement se forme ce type de synapse quand les TCR sont pertinents. Et là, je vous montre un exemple, ce n'est pas forcément à retenir, mais c'est pour vous dire que vraiment les choses sont encore en train d'être discutées, réfléchies sur la façon dont se déroule la réponse immunitaire. On pense que c'est une hypothèse, on n'est pas encore complètement sûr de ça, mais que donc, dans cette synapse immunologique, ici, vous voyez, il y a une polarisation des molécules qui se créent. Et ensuite, il va y avoir une division cellulaire. Et très souvent, cette division cellulaire est asymétrique, en ce sens qu'il va y avoir donc une distribution des molécules qui ne sera pas équitable entre les deux. Et on pense que c'est probablement à l'origine des cellules qui vont devenir des cellules effectrices d'un côté et qui vont devenir des cellules mémoire de l'autre. Donc cette division ensuite, après à la création de la synapse, il y a cette polarisation avec ces distributions qui sont différentes et possiblement un des éléments initiateurs de cette différenciation entre effecteur et mémoire. C'est une hypothèse. Donc c'est des choses qui sont encore en train d'être travaillées. Donc on revoit ici ce TCR avec ce CMH avec ce peptide de classe 1 qui est là. Vous voyez ici le classe 1, le classe 2. Donc les peptides de classe 1 sont beaucoup plus courts. Ici, vous voyez le nombre en moyenne d'acides aminés, 8 à 9. Classe 2, les contraintes pour la présentation sont beaucoup plus lâches. Ça accepte beaucoup plus de peptides différents ici. Et ces peptides sont plus grands, 15 à 18. Ici, c'est représenté sur un schéma. Ici, l'ensemble des peptides potentiellement présentés par un classe 1. Et vous voyez qu'il y a des résidus très importants qui sont des résidus d'ancrage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter tous les peptides de 8 à 9 acides aminés dans un classe 1. Pour qu'ils rentrent, il faut qu'ils soient en bonne conformation et en particulier dans certaines positions qui sont des résidus d'ancrage. Ici, vous voyez, il faut qu'il y ait certains acides aminés et pas d'autres qui soient présents. Donc il y a des règles suivant le présentoir pour mettre des peptides alors que d'autres ne pourront pas s'y ficher. Entre parenthèses, vous savez que la découverte des molécules du CMH, c'est un Français, c'est Jean Dosset, qui a eu le prix Nobel pour cette découverte et qui a été vraiment à l'origine de la compréhension du rejet de greffe, etc. Donc ça, on va le revoir dans quelques minutes. Vous savez que les CD8, on le répète encore une fois, les TCD8 vont reconnaître des structures antigéniques qui sont constituées par des peptides présentés par des molécules de classe 1. Ces peptides sont en général issus des protéines intracellulaires. Donc en fait, c'est très pratique ça quand même. Comme toutes les cellules de l'organisme ont du classe 1, excepté les globules rouges.
il y a une très bonne manière de montrer à l'extérieur quelle est la qualité des protéines que l'on a en soi. Et potentiellement, d'alerter le système si on commence à avoir des protéines anormales et qu'on a besoin d'être éliminé parce que ça devient dangereux. Donc là, comme toutes les cellules ont du classe 1, les protéines du soi vont être présentées par l'intermédiaire de peptides sur les molécules de classe 1. Et ça va permettre donc aux lymphocytes CD8 de contrôler en permanence, en quelque sorte, la qualité des cellules, la qualité des peptides présentés qui correspondent en fait à la vie intérieure de ces cellules, aux protéines qu'elles ont en elles. Donc ça, c'est les CD8 et le CMH de classe 1. Les CD4, eux, donc, vont reconnaître des protéines présentées par le CMH de classe 2 et en règle générale, ces protéines sont issues des protéines exogènes qui ont été captées, endocitées par des cellules présentatrices et qui sont présentées sur les molécules de classe 2, puisque comme vous le savez, autant le classe 1 est présent partout sur toutes les cellules, autant le classe 2 est restreint à quelques types cellulaires particuliers, les fameuses cellules présentatrices d'antigènes. Donc vous avez les macrophages, les cellules dendritiques, les lymphocytes B activés, quelques types cellulaires seulement. Ça, c'est le classe 2. Donc, ça, vous avez dû le voir, je pense, avec Peter. C'est la façon dont on fabrique des peptides qui sont présentés sur les CMH de classe 1. Il y a des mots-clés. C'est des protéines intracellulaires qui vont être découpées au niveau des protéasomes, récupérées dans le Golgi, ici, dans le réticulum endoplasmique, puis dans le Golgi, et montées à la surface sur le classe 1. Donc là, ce sont les protéines endogènes qui sont présentées sur ces molécules de classe 1. Pour le classe 2, le routage est différent, donc ce sont des protéines exogènes et on va avoir une activité qui est prise par les endosomes pour fabriquer ces peptides qui vont être associés aux classes 2, montés en surface et qui vont potentiellement être connus par les TCDK. Donc vous voyez que ce n'est pas les mêmes protéines qui sont produites dans le classe 1, dans le classe 2 peptides et qui vont être reconnues, c'est des choses différentes. Et il peut y avoir aussi, ça on a dû vous en parler, des présentations croisées, mais j'en dirai pas plus aujourd'hui. Présentation croisée, c'est les protéines exogènes présentées par du classe 1. Donc là, c'est en quelque sorte un raccourci. Donc ce TCR, donc, a vu un CMH peptide et ça a l'air de coller. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien sûr, ce lymphocyte va récupérer cette information. Comment est-ce qu'il récupère cette information? Si vous regardez la structure d'un TCR, vous voyez que finalement, en intracellulaire, il n'y a pas grand-chose. En intracellulaire, vous n'avez rien ici qui permette de transduire un signal. Donc, pour avoir cette information transduite qui va arriver jusqu'au noyau, il faut avoir un complexe ici qui se mette en place et qui va, lui, avoir la possibilité d'avoir des queues intracytoplasmiques qui vont faire démarrer la transduction du signal. Ce complexe, c'est le complexe CD3 qui, vous voyez, est fait de dimères de chaînes invariantes ici. Il y a en particulier les chaînes zeta que vous voyez ici qui sont vraiment très franchement intracellulaires. Donc en fait, c'est un complexe de signalisation. TCR associé au CD3. D'ailleurs, quand vous utilisez des anticorps pour aller chercher les populations lymphocytaires, que ce soit en immunohistochimie sur une coupe tissulaire, que ce soit en cytométrie en flux, par exemple, quand vous faites passer des cellules devant un laser, eh bien vous allez utiliser l'anticorps dirigé contre le CD3 pour identifier les populations lymphocytaires T, parce que c'est systématiquement associé au TCR pour transduire le signal. Et il a été découvert que ces molécules ici, qui dans leur partie intracytoplasmique vont permettre la transduction, ont des motifs particuliers à l'intérieur, qu'on appelle des motifs ITAM. Alors qu'est-ce que c'est que ces motifs ITAM? En fait, vous voyez ici, c'est une structure en acide aminé qui est particulière, avec ici en particulier des tyrosines, et c'est justement sur ces motifs-là qu'il va y avoir des phosphorylations qui vont permettre la transduction du signal. Donc, ces motifs-là, ITAM, on les retrouve dans un certain nombre de récepteurs activateurs de la réponse immunitaire. Vous voyez ici pour le CD3, mais par exemple, si vous vous intéressez aux cellules NK et aux récepteurs activateurs, vous allez trouver aussi à l'intérieur de ces récepteurs activateurs, en partie intracytoplasmique, ces motifs conservés qui sont des motifs qui vont favoriser l'activation et la transduction du signal. Et dans certaines situations pathologiques, il peut y avoir un déficit immunitaire lorsqu'il y a une altération
de ces chaînes de transduction qui amènent à des déficits immunitaires et qui donc nous amènent à des enfants qui ont des problèmes très importants, et on peut aller jusqu'aux enfants, les bébés bulles que vous connaissez, qui ont ce type d'anomalie. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, notre TCR ici, par lui-même, il ne fait pas grand-chose en dehors de reconnaître ce CMH peptide. Heureusement, il y a ce complexe ici de transduction qui est le CD3 qui, à travers leur partie intracytoplasmique, ici les motifs ITAM, vont faire quoi? Ils vont en quelque sorte être le site d'action d'enzymes qui sont des tyrosine kinases. Et ces tyrosine kinases, ces enzymes vont phosphoryler ces résidus tyrosine. Donc elles vont apporter des phosphates ici sur ces résidus tyrosine. Et ça va permettre de démarrer la transduction du signal. Donc la phosphorylation de ces résidus tyrosine. La première ici, tyrosine kinase, c'est LCK. Et vous voyez qu'en fait, elle est apportée par le CD4. On verra dans quelques minutes pourquoi. Donc il y a des premières tyrosine kinases ici qui vont venir, qui vont phosphoryler les tyrosines des motifs ITAM et qui vont permettre donc de démarrer la cascade. Ensuite, il y en a d'autres. ZAP70 est aussi une tyrosine kinase importante. Et quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que premièrement, il va y avoir un certain nombre de messages qui vont arriver jusqu'au noyau et qui vont permettre à la cellule de démarrer la transcription d'un certain nombre de gènes, dont des gènes de cytokine. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir ici une réorganisation de l'actine pour aller vers la prolifération et l'entrée en cycle cellulaire. Donc vous voyez que c'est très important. On donne un message au noyau et on va commencer à mobiliser la structure de la cellule pour partir vers la prolifération et le cycle cellulaire. Alors à quoi ça sert le CD4 et le CD8? Vous savez que c'est important parce que c'est vraiment quand on a identifié ces molécules qu'on a commencé à séparer ces populations et on a vu qu'elles avaient des fonctions très différentes. Donc les corécepteurs, ces fameux corécepteurs CD4 et CD8 qui différencient donc les cellules helper pour les CD4 et les cellules cytotoxiques pour les CD8. Eh bien, ça sert à quoi? D'abord, ça interagit sur le CMH. Ça va se coller au CMH. Donc, c'est présent sur le lymphocyte T, d'accord? Et ça va donc aller se coller sur le CMH, sur des domaines conservés du CMH. Ce qui est normal, puisque finalement, chaque lymphocyte T, CD8 par exemple, a chacun un répertoire différent, vont aller donc reconnaître des CMH peptides et chacun, par sa molécule CD8 qui est monomorphe, va se coller donc sur des parties conservées pour pouvoir accrocher le CMH de classe 1. Donc la première conséquence de ça, c'est que ça va renforcer la liaison, puisque la liaison entre le TCR et le CMH, ce n'est pas une liaison très forte en termes d'affinité. C'est moins fort que les liaisons qu'il peut y avoir entre l'anticorps et les motifs protéiques. Donc c'est une liaison qui est faible, qui a besoin d'être renforcée. CD4 et CD8 vont participer à ça. Et d'autre part, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici l'accroissement de l'affinité lorsque CD4 est présent, donc ce n'est pas négligeable. Et qu'est-ce qui va passer d'autre part? Eh bien, il va y avoir un recrutement des premières tyrosine kinases, ici, par la partie intracytoplasmique du CD4, qui va amener, ici, les premières tyrosine kinases qui vont phosphoryler. Donc, c'est vraiment elles qui vont apporter, et pour CD4 et pour CD8, qui vont apporter les premières tyrosine kinases. Donc, ça renforce la liaison, ça apporte les premières tyrosine kinases qui vont faire démarrer la transduction du signal. Donc, c'est important. Je vous rappelle aussi que par exemple, le CD4, c'est le corécepteur de fixation du HIV. Donc le HIV par l'AGP 120 va se fixer sur le CD4 et ça permet la fixation et qui ensuite va amener à la pénétration du virus. Donc le premier signal, c'est ça. C'est l'interaction TCR-CMH peptide qui fait intervenir en particulier ces molécules CD4 et CD8. Ça, c'est très important. Ça ne suffit pas. S'il n'y a que le premier signal et pas les autres, il n'y aura pas d'activation et il peut même y avoir anergie ou apoptose. Alors l'anergie, c'est quoi? C'est des cellules qui auront beaucoup plus de mal par la suite à être réveillées. C'est-à-dire que là, il faudra vraiment des grosses doses d'interleukine 2 pour aller réveiller un lymphocyte et essayer de le faire partir vers l'activation. Donc ces cellules-là, si elles n'ont qu'un seul signal, c'est pas bon. De toute façon, elles ne s'activeront pas. Elles peuvent même se mettre en anergie, voire partir en apoptose.
Je vous rappelle que tout ça, c'est plutôt bien fait puisque c'est un répertoire autoréactif et que donc, en périphérie, elles peuvent rencontrer un antigène, c'est-à-dire un CMH peptide qui correspond à leur TCR. Et il n'est pas question qu'elles s'allument spontanément sans avoir reçu l'ordre et la costimulation par l'APC. Alors maintenant, on va passer au deuxième signal. Donc le premier signal, c'est la reconnaissance de l'antigène. D'accord, ça vous le connaissez maintenant bien, je pense. Le deuxième signal, c'est ces molécules de costimulation qui vont être échangées. Et vous voyez ici, dans ce petit schéma, il a été indiqué CD28 ici, qui est sur le lymphocyte T, qui va se lier à une molécule présente sur l'APC. Et là, boum, on tombe sur des schémas avec beaucoup de récepteurs et beaucoup de ligands. Tout ça, ça a été découvert petit à petit. Il y en a un certain nombre. Et là, vous vous rendez compte que on est probablement dans un des verrous extrêmement importants de l'activation. On va avoir des molécules qui vont favoriser l'activation et au contraire d'autres qui vont désactiver le lymphocyte. Donc là, on est en quelque sorte sur des interrupteurs que la cellule va petit à petit mettre en place une fois que cette interaction TCR-CMH peptide s'est mise en place. Pour simplifier, la première des choses qui va se produire, c'est cette interaction entre CD28 du lymphocyte T et B7-1, B7-2, c'est-à-dire CD80, CD86 sur l'APC. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que cette interaction a eu lieu, il va y avoir expression sur le lymphocyte T d'une autre molécule qui s'appelle CD40 ligand, qui va se lier au CD40 de l'APC. Et tout ça, ce sont des signaux positifs pour l'activation. Donc là, vous avez une boucle d'amplification de la réponse en costimulation. Et il y en a d'autres. J'ai mis ici ICOS ligand. Mais retenez cette boucle-là qui est importante. Et à un moment donné, une fois qu'il y a cette activation qui a été faite, il a été prévu des systèmes de désactivation. Dans ces systèmes de désactivation, un élément important est cette molécule, CTLA4. En fait, CTLA4 va être induite secondairement. Elle va avoir les mêmes...